L'horloge du hall de la salle des fêtes de Little Witchwood venait de sonner 11 heures lorsque les dernières tasses de thé furent débarrassées et que le dernier rire poli s'éleva, tel un ruban noué à un paquet qu'on ne souhaitait plus porter. Dehors, l'air de février était pâle et immobile au-dessus de la verdure, et les lampadaires de Church Lane projetaient de petites flaques de lumière mielée sur le trottoir. Quelques villageois s'attardèrent sur les marches, hésitant à rentrer trop vite chez eux, comme si la nuit pouvait les réclamer dès qu'ils tourneraient la clé. En apparence, c'était une soirée ordinaire. L'association féminine avait organisé une modeste réception hivernale. Gâteau aux graines, un sandwich sans croûte et une tombola dont les lots étaient du genre de choses qu'on feignait de désirer. Une écharpe tricotée d'une couleur que personne ne pouvait vraiment supporter. Un bocal de prunes confites, un recueil de sermons légèrement jaunis sur les bords. Une pianiste du coin, Mademoiselle Doreen Pike, qui jouait avec détermination plutôt qu'avec brio, avait martelé des hymnes et des airs légers, tandis que les dames âgées acquiesçaient en rythme. Miss Marple était assise, comme toujours lors de ces réunions, de manière à pouvoir observer sans donner l'impression de regarder. Petite silhouette vêtue d'un manteau gris à col de fourrure défraîchi, les mains soigneusement posées sur son sac à main, elle semblait faire partie intégrante du décor, au même titre que la nappe en dentelle ou le chien en porcelaine sur le rebord de la fenêtre. Pourtant, ses yeux bleu pâle ne laissaient rien passer. La cousine de Madame Bantry, Madame Elspeth Harrow, était au centre de toutes les attentions. Nouvelle venue au village, récemment installée à Ashley Grange, après le décès de son mari, elle s'efforçait d'être aimable. Belle femme d'une quarantaine d'années, elle était vêtue avec élégance, mais semblait légèrement crispée, comme si son raffinement était une armure trop longtemps portée. Elle riait à bon escient et remerciait chacun avec cette chaleur étudiée qui ne transparaissait jamais vraiment dans son regard. « J'espère que je m'y prends bien, dit-elle lorsque Madame Price Ridley complimenta son gâteau aux graines. On a toujours peur de décevoir. « Tu te débrouilles à merveille, ma chère, l'assura Madame Price Ridley, ouvre à la manière d'une femme qui prenait plaisir à confirmer sa propre autorité. À une autre table, le docteur Haydock, venu uniquement parce que sa femme insistait pour que le village le voie, discutait avec le surintendant Wills de Market Basing du temps qu'il faisait et de l'état déplorable des routes. Le surintendant Wills était un homme aux larges épaules, au visage franc où l'impatience se lisait comme une légère éruption cutanée. « C'est assez calme ici, dit-il en jetant un coup d'œil autour du hall. Il ne se passe jamais rien dans ces endroits. » Le regard de Miss Marple se porta légèrement sur le jeune homme près de la porte. Monsieur Hugh Mercer, le nouveau secrétaire d'Ashley Grange, mince et méticuleux, avec l'air de quelqu'un qui rangeait la vie des autres en colonnes bien ordonnées. Il parlait peu, mais lorsqu'il le faisait, c'était avec une exactitude calme qui laissait planer un doute étrange. Avait-on bien reçu une correction ? Vous trouverez la vie villageoise plutôt observatrice, dit-il à Mademoiselle Doreen Pike en l'aidant à rassembler ses partitions. Mademoiselle Doreen rougit. « Oh, ça ne me dérange pas. »« La plupart des gens le font, » répondit-il sans méchanceté. Un peu plus tard, une fois les billets de tombola comptés 2 fois et le couvercle du piano refermé avec un claquement sec, on apporta les manteaux et on prit congé. Madame Harrow, les mains gantées, se tenait à la porte, souriant radieusement à chaque femme qui passait. « Vous êtes tous très gentils, » dit-elle. « Venez prendre le thé à la grange la semaine prochaine, j'insiste. Madame Sykes, la factrice, a dit « Eh bien, nous verrons bien ce qui, à ma Little Witchwood, était ce qui ressemblait le plus à de l'enthousiasme qu'une personne pouvait afficher sans risque. » Miss Marple rentra lentement chez elle, appuyée sur sa canne, savourant le calme comme on savoure un cantique familier. Le village ressemblait à une carte postale trop manipulée. Des chaumières d'où s'échappaient des volutes de fumée, des haies dénudées et clairsemées, l'église, sombre et menaçante, tapie au-dessus de tout. Au-dessus de tout cela, la lune, fine comme un ongle coupé, brillait. En passant au coin du monument aux morts, elle remarqua que le parterre de perce-neige avait été dérangé. De petites tiges cassées, de la terre sombre marquée par un talon. Rien de criminel, bien sûr. Simple négligence. Pourtant, Miss Marple s'arrêta, et ses yeux se plissèrent légèrement, non pas avec suspicion, mais avec intérêt. Les gens ne s'aventuraient pas dans les parterres de fleurs, sauf s'ils avaient une raison valable, ou sauf s'ils étaient en train de courir. Elle y pensait encore, d'un ton léger, lorsqu'elle arriva à sa chaumière. Elle entra, accrocha son chapeau à son crochet, et resta un instant dans le petit couloir faiblement éclairé,
écoutant les craquements des vieilles maisons. Son feu avait faibli. Elle le raviva et se versa une modeste tasse de chocolat chaud. C'est alors, debout près de la fenêtre, qu'elle aperçut un léger mouvement de l'autre côté de la ruelle. À Ashley Grange, la lumière du salon à l'étage s'était éteinte brutalement, comme si on l'avait éteinte d'un coup sec plutôt que de la baisser doucement. Presque aussitôt, une autre lumière apparut, plus bas, plus près de la porte d'entrée. Une silhouette se déplaça derrière la vitre dépolie, indistincte et pressée. Miss Marple observa sans bouger. Après tout, il n'était pas rare que les lumières s'allument et s'éteignent dans une maison, et pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans cette rapidité, cette absence d'hésitation. Puis on entendit le son. Un coup sec, rapide et insistant, résonna distinctement dans la nuit immobile, comme si l'air lui-même avait décidé de se prêter au jeu. C'était le genre de coup qu'on entend en cas d'urgence, pas le petit coup poli d'un visiteur, pas même le bruit sec d'un colis. C'était un appel à l'aide. La tasse de chocolat chaud de Miss Marple s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Un instant plus tard, la porte d'entrée d'Ashley Grange s'ouvrit. Mais personne ne se tenait sur la marche. Aucune silhouette drapée. Aucune ombre. Aucun étranger blotti sous la lumière du porche. Seulement la pierre nue, luisante sous la lampe, et au-delà, le givre pâle sur l'allée, comme du sucre tamisé. La nuit était claire, le sol était dur et légèrement blanchi. Les yeux de Miss Marple, aiguisés par des années à remarquer ce que les autres ne voyaient d'un saut pas, se posèrent qu'ils sur l'endroit où les empreintes de pas auraient dû se trouver. Il n'y en avait aucun. Pas une seule marque, pas une seule éraflure, ni trace de talon menant à la porte, ni aucune trace s'en éloignant. La porte resta ouverte pendant 2 secondes entières, laissant filtrer un rectangle de lumière chaude dans la cour froide. Puis elle se referma, très doucement, comme si celui qui l'avait fermée ne souhaitait pas que le son se propage. Et dans le calme qui suivit, Little Witchwood sembla retenir son souffle, ni comme un village au bord d'une histoire qui venait de basculer, sans prévenir dans le drame. Miss Marple ne se coucha pas. Elle resta près de la fenêtre, à l'écoute, comme si la nuit pouvait lui apporter une explication. De l'autre côté de Church Lane, la lampe d'Ashley Grange brûlait. Aucune ombre ne la traversait, aucun gravier ne bougeait. Finalement, elle posa son chocolat chaud, prit son châle et sortit. Un voisin ne devait pas paraître inquiet. L'inquiétude ne faisait qu'alimenter l'imagination. Un voisin pouvait néanmoins rester attentif. Le givre recouvrait l'allée de la grange d'une fine couche uniforme. Miss Marple s'arrêta au pied de la première marche et observa attentivement. Une légère trace de vélo, plus tôt dans la journée, longeait le bord. Sinon, la surface blanche était immaculée. La marche de pierre elle-même ne portait aucune éraflure, aucune marque de talon. Si quelqu'un s'était tenu sous le lampadaire, même brièvement, il aurait dû y avoir une trace. Elle souleva le heurtoir et frappa 2 fois. Au bout d'un instant, la porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaînette. Le visage de Madame Elspeth Harrow apparut dans l'entrebâillement. Sans son sourire habituel des fêtes de village, elle paraissait plus jeune et tendue. Ses cheveux s'étaient détachés aux tempes. « Miss Marple » dit-elle, comme surprise de trouver ce nom sur le pas de sa porte. « J'espère que vous me pardonnerez, » répondit Miss Marple. « J'ai remarqué votre porte ouverte. Je me suis demandé si vous aviez été dérangée. » Le regard de Madame Harrow se porta furtivement sur l'allée, puis revint à elle. « Ce n'était rien. Quelqu'un a frappé. Des enfants. Oh, sans doute. Et quand avez-vous ouvert la porte ? » « Il n'y avait personne, » a rapidement déclaré Madame Harrow. « J'ai fermé immédiatement. C'est absurde d'en faire toute une histoire. »« C'est absurde, » approuva Miss Marple. « C'est précisément pour cela que cela m'intéresse. » La chaîne recula d'un coup sec et impatient. « Si vous insistez, je vous en prie. » Le hall embaumait le cirage et les roses. Un feu crépitait dans le salon. Monsieur Hugh Mercer se tenait près de la cheminée, les mains jointes derrière le dos, si calme qu'on aurait dit qu'il y avait été placé. Il fit un signe de tête à Miss Marple avec une politesse impeccable. « Je suis désolé de vous déranger à une heure pareille, » dit Miss Marple. « Vous êtes très gentil, » répondit Mercer. Madame Harrow était surprise. « Je ne l'étais pas, » rétorqua Madame Harrow, avant de rougir. « Enfin, n'importe qui le serait à minuit. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur de petits détails. Un chandelier posé de travers, un coupe-papier sur la table d'appoint, légèrement de travers, une légère trace de cendre sur le tapis de cheminée, là où une bûche avait été poussée à la hâte. Quelqu'un avait fait quelque chose avant qu'on ne frappe à la porte, quelque chose qui l'avait fait se déplacer rapidement.
Pourriez-vous me dire exactement ce qui s'est passé » demanda Miss Marple, comme si elle demandait une recette. Madame Harrow prit une profonde inspiration. Elle se trouvait à l'étage, dans sa chambre, se préparant à se coucher, lorsqu'on frappa à sa porte. 3 coups secs, rapprochés, impatients. Surpris, elle éteignit aussitôt la lumière et descendit, allumant la lampe du couloir. À travers la vitre dépolie, elle aperçut seulement la marche brillante et l'allée blanche, puis ouvrit la porte. Un courant d'air froid s'engouffra. Personne. Elle la referma doucement, insista-t-elle, et remonta. « Et vous n'avez rien entendu après » demanda Miss Marple. « Rien, dit Madame Harrow. Pas un pas, pas un rire. » Mercer parla d'un ton assuré. « J'ai suggéré que c'était une blague. Après tout, c'est un village. »« Oui, » répondit Miss Marple d'un ton neutre. « Les villages ont leurs distractions. Mais il n'y avait aucune empreinte. Je l'ai vue de ma fenêtre, et encore à l'instant. » Madame Harrow les regarda fixement. « Pas d'empreinte ? Ce n'est pas possible. »« C'est exact, » dit Miss Marple, ce qui rend l'expression des enfants à la porte moins satisfaisante. Le regard de Mercer se baissa un instant, et juste assez longtemps pour que Miss Marple remarque qu'il n'était pas surpris, mais simplement pensif. Il releva aussitôt les yeux. « Il se tenait peut-être sur la marche en pierre, » dit Mercer. « Le gel ne la recouvre pas. »« Il devait encore atteindre la marche, » répondit Miss Marple, « et il devait partir. » Madame Harrow serra les poings. « Qu'insinuez-vous, Miss Marple ?»« Je n'insinue rien, » dit Miss Marple. « Je me souviens seulement. Il y avait un garçon à St. Mary Mead qui pouvait faire trembler une porte sans s'en approcher, avec du fil de pêche, très ingénieux. Il voulait que quelqu'un ouvre la porte pour qu'une autre personne puisse se glisser à l'intérieur depuis le jardin. » L'expression de Mercer restait impassible, mais la pièce semblait perdre de sa chaleur. Avant que Madame Harrow n'ait pu répondre, mais le téléphone du couloir se mit à sonner. Une sonnerie faible, urgente, inopportune pour minuit. Madame Harrow le fixa du regard. Mercer prit l'initiative, d'un geste rapide et silencieux, et décrocha. « Oui » dit-il. Miss Marple observa son visage se modifier imperceptiblement. Ses lèvres se pincèrent, son regard devint vigilant. Il écouta, puis dit très doucement « Je comprends » et raccrocha avec précaution. Madame Harrow murmura « Qui était-ce » ? « Le gardien du pavillon, » répondit Mercer. « Il a trouvé quelque chose sur le chemin sud, près des ifs. »« Quel genre de chose » demanda doucement Miss Marple. Mercer regarda tour à tour Madame Harrow et Miss Marple, et pour la première fois, il sembla accepter qu'elle n'était pas simplement une vieille voisine. « Un homme, » dit-il, allongé face contre terre, et il ne bouge pas. « J'ai... » Madame Harrow laissa échapper un petit son étouffé et s'affaissa dans un fauteuil. Miss Marple s'approcha, sa voix toujours calme, presque familière. « Alors, dit-elle, nous pourrons peut-être découvrir qui était la plante minuit et pourquoi il n'a laissé aucune trace de pas. » Ils partirent aussitôt. Mercer prit son manteau sur le porte-manteau d'un geste sûr. Madame Harrow resta assise un instant, comme si ses membres avaient besoin d'être convaincus, puis se leva avec un effort visible. Miss Marple, qui avait déjà resserré son châle sur ses épaules, les suivit dans la nuit glaciale. Le chemin sud s'éloignait de l'allée principale d'Ashley Grange, longeant une rangée de vieux ifs taillés en forme sombre et solennelle. Le givre y était plus épais, intact et faiblement lumineux sous la lune. À la lisière des arbres, une lanterne oscillait. Le gardien du pavillon, M. Tulliver, se tenait raide à côté, sa casquette serrée entre ses mains. « Il est là, monsieur, » dit Tulliver à Mercer d'une voix tremblante. « J'ai failli trébucher sur lui. » Le corps gisait face contre terre, juste après l'allée carrossable, sur les 3 chemins de gravier qui menaient au verger. Le gravier était éparpillé, comme si quelqu'un avait trébuché ou s'était débattu. Du givre scintillait sur le manteau de l'homme. Un de ses bras était tordu sous lui dans une position anormale. Mercer s'agenouilla, prenant soin de ne pas déranger plus que nécessaire. Il retourna doucement l'homme sur le dos. Madame Harrow eut un hoquet de surprise. Le visage, pâle sous la lune, était inconnu de Miss Marple. Un homme d'une 30aine d'années peut-être, brun, rasé de près, vêtu honorablement d'un pardessus et de belles bottes. Ses yeux étaient mi-clos, comme surpris. Une marque sombre marquait sa tempe et une fine ligne de sang figé coulait le long de sa joue. « Est-ce qu'il... » commença Madame Harrow. Mercer appuya 2 doigts sur la gorge de l'homme, puis les retira. « Il est mort !» Le mot semblait se déposer sur les ifs comme une seconde gelée. Miss Marple ne s'approcha pas tout de suite. Son regard glissa lentement du corps au sol environnant. Le chemin de gravier portait des traces de passage, des pierres usées, une légère sillon marquée par un talon.
Mais au-delà de cette étroite bande de gravier, l'herbe et la terre restaient en grande partie intactes. « Il y a des empreintes de pas ici, » observa-t-elle doucement. Tulliver acquiesça. « Oui, mademoiselle, depuis l'allée jusqu'ici. Mais pas depuis le chemin. J'ai vérifié. » Mercer leva brusquement les yeux. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, » dit Tulliver en avalant sa salive, « il n'y a aucune trace de lui passant par le portail de Church Lane. Frost est propre là-bas. L'allée était exactement comme avant que vous n'y mettiez les pieds. » Miss Marple ressentit une légère oppression à la poitrine. Non pas de la peur, mais une confirmation. On frappa à la porte d'entrée. Le seuil vide, le givre immaculé. « Il était alors déjà sur les lieux, » dit-elle doucement. Madame Harrow fixa le visage du mort. « Je ne l'ai jamais vu auparavant, je le jure. » Mercer se leva. « Nous devons appeler la police. Et le docteur Haydock. »« J'y vais, » dit Tulliver en reculant déjà, reconnaissant de ce mouvement. Alors qu'il s'éloignait précipitamment, Mercer se tourna vers Madame Harrow. « Vous devriez rentrer. »« Non, » répondit-elle aussitôt, la voix tremblante. « S'il est venu ici, pour moi... » Miss Marple s'approcha et examina l'homme de plus près, sans le toucher. Son manteau était déboutonné, comme s'il s'était déplacé rapidement. Une de ses mains gantées serrait encore quelque chose, un morceau de papier froissé. « Puis-je » demanda-t-elle. Mercer hésita, puis hocha la tête. Miss Marple se pencha, ses mouvements lents et précis, et retira délicatement le papier des doigts engourdis du défunt. Il résista un instant, puis se libéra. Elle le lissa doucement, à la lumière de la lanterne. C'était un fragment de papier à lettres déchirées, ne portant que quelques mots, écrits d'une main hâtive et penchée. Minuit, porte d'entrée, seul. Le reste avait été arraché. Madame Harrow laissa échapper un petit cri. « Ça !» Le regard de Mercer se fixa sur elle. « Vous le reconnaissez ?» Elle porta sa main à sa bouche. « Non, enfin, je ne sais pas. Ce n'est rien. » Miss Marple l'observait, remarquant le déni instinctif avant même que la pensée ne soit complètement formée. « Avez-vous reçu du courrier aujourd'hui » demanda Miss Marple comme pour s'enquérir du courrier. Madame Harrow hésita. « Plusieurs. Des invitations, des factures. Je n'ai pas regardé de près. »« Personne ne vous demande de rencontrer quelqu'un à minuit ?»« Certainement pas. » Le ton de Mercer resta imperturbable. « Si une telle lettre existait, Elspeth, vous me l'auriez dit. »« Bien sûr que je le ferai, » dit-elle un peu trop vite. Miss Marple plia le fragment et le tendit à Mercer. Il serait préférable de le remettre à l'inspecteur Wills à son arrivée. Mercer prit la question avec précaution. « Vous insinuez que cet homme avait l'intention de sonner à la porte d'entrée, qu'il a frappé. »« Il semblerait bien, » dit Miss Marple, et comme personne ne répondit immédiatement, il a peut-être bougé, sans doute pour éviter d'être vu, ou peut-être était-il déjà suivi. Madame Harrow les regarda tour à tour. « Suivi ? Par qui ?»« Voilà, » dit doucement Miss Marple, « ce que le surintendant voudra découvrir. » Au loin, le faible bruit d'une voiture perça le silence, puis un autre. La nouvelle se répandait vite dans les villages, même la nuit. Miss Marple laissa de nouveau son regard errer sur le sol. Le chemin menant de l'allée aux ifs portait désormais deux séries d'empreintes distinctes, celle de Mercer et celle de Tulliver, mais en dessous, elle pouvait encore distinguer des empreintes plus anciennes. L'une, plus grande, plus profonde, l'autre, plus claire, se chevauchant. Une rencontre, peut-être une confrontation. Elle regarda vers la maison. De cet angle, la porte d'entrée était invisible, dissimulée par la courbe de l'allée et l'épaisseur des arbustes. On pouvait s'avancer sur le chemin bordé d'ifs sans jamais poser le pied sur le gel à découvert devant la porte. S'il a frappé, murmura-t-elle, presque pour elle-même, il ne venait peut-être même pas de cette ruelle. Mercer l'entendit. « Alors d'où ?» Miss Marple leva les yeux vers la silhouette sombre de la grange. « De l'intérieur, » dit-elle doucement. Les automobiles se rapprochèrent, leurs phares fendant les arbres. Madame Harrow chancela, et Mercer la retint par le bras. « Vous ne pouvez pas vouloir dire, » commença-t-il. Mais Miss Marple ne dit rien de plus. Elle se contenta de regarder les rayons de lumière balayer le givre, illuminant le corps, le gravier remué, et le motif précis des empreintes qui racontaient une histoire que personne n'avait encore déchiffrée. Les phares s'arrêtèrent devant la grange, et le surintendant Wills en sortit, le col de son manteau relevé pour se protéger du froid. Le docteur Haydock suivit dans sa petite voiture, sa sacoche médicale à la main, l'air déjà résigné à ce qu'il attendait. Wills embrassa la scène d'un seul regard. Le corps, le gravier remué, le groupe de silhouettes sous les ifs. « Bonsoir », dit-il brièvement. « Ou plutôt, bonjour. »
Mercer s'avança. « Inspecteur, nous l'avons trouvé ici. Le gardien du pavillon a téléphoné. » Wills s'accroupit près du défunt tandis que le docteur Haydock s'agenouillait en face. Le médecin examina la blessure à la tempe avec une rapidité professionnelle. « Un choc violent, » murmura Haydock. « Pas une chute. Quelque chose l'a percuté, assez violemment. »« L'heure » demanda Wills. « Dans l'heure, je dirais. Le corps est encore chaud sous le gel. » Wills grogna et se leva. Son regard se porta sur Madame Harrow, pâle mais droite, puis sur Miss Marple, qui soutint son regard avec une sérénité imperturbable. « Tu as vu quelque chose » lui demanda-t-il. « J'ai entendu frapper » répondit Miss Marple. « 3 coups secs et pressants. Madame Harrow a ouvert la porte peu après. Il n'y avait personne sur le pas de la porte. » Wills fronça les sourcils. « Vous en êtes certain ?»« Oui, le givre était intact. Je l'ai observé depuis ma fenêtre et de nouveau en traversant le chemin. » Il se tourna vers Mercer. « Et vous ?»« J'étais au salon, » dit Mercer d'un ton égal. « J'ai aussi entendu frapper. Madame Harrow est descendue aussitôt. Nous avons tous deux vu la marche vide. » Wills jeta un coup d'œil vers l'allée. « Et aucune empreinte de pas ?»« Personne à la porte, » dit Miss Marple. « Mais il y en a ici. » Wills fit signe à un agent qui venait d'arriver. « Marquez tout, soigneusement. Personne d'autre ne doit y passer. » Il prit le morceau de papier plié que Mercer lui tendait et lut les mots à la lueur de la lanterne. « Minuit, porte d'entrée, seule. » Son regard se porta sur Madame Harrow. « Pourriez-vous m'expliquer ?»« Je ne peux pas, » dit-elle d'une voix faible. « Je n'ai jamais vu cet homme. Je ne sais pas pourquoi il serait venu ici. » Wills l'observa longuement. « Le nom nous aidera. Nous le saurons bien assez tôt. » Le docteur Haydock se releva en s'époussetant les genoux gelés. « Il n'est pas mort sur le coup, » dit-il. « Il y a du sang sur le gravier, mais pas beaucoup. Le choc l'a probablement étourdi avant. Il a peut-être titubé. » Wills acquiesça. « Fouillez les environs immédiats. » Les gendarmes se dispersèrent, lanternes à la main, avançant lentement le long du sentier et se fondant dans l'ombre des ifs. L'un d'eux cria au bout d'un moment. « Monsieur, il y a quelque chose ici. » Ils se rassemblèrent au pied du plus grand if. À demi dissimulé contre le tronc gisait un objet lourd, un court morceau de fer, peut-être un manche d'outil, sombre et froid. Wills se pencha pour l'examiner sans le toucher. Ça suffira. Miss Marple observa la position des objets. Le fer ne se trouvait pas directement à côté du corps, mais à plusieurs mètres de distance, comme s'il avait été lâché à la hâte ou jeté. « Monsieur le surintendant, dit-elle doucement, puis-je vous signaler quelque chose ?» Il lui fit un bref signe de tête. Les empreintes sur le gravier. Il semble y en avoir 2 séries sous les plus récentes, l'une plus marquée, l'autre plus claire. Elles convergent près de l'arbre. Wills plissa les yeux vers le sol. « Tu as l'œil ?»« C'est une habitude, » dit-elle doucement. Il s'accroupit de nouveau, scrutant les alentours. « On dirait une réunion ou une course-poursuite. » Il se redressa. « On lancera les dés dès l'aube. » Madame Harrow frissonna visiblement. Mercer posa une main rassurante sur son coude. « Emmenez-la à l'intérieur, » ordonna Wills. « Mais ne sortez pas de la maison. Je voudrais recueillir vos déclarations à tous les deux, ainsi que celles de toute autre personne présente sur les lieux. »« Il n'y a que le personnel, » a déclaré Mercer. « Tulliver au pavillon et Madame Finch dans l'aile des cuisines. Elle prend sa retraite tôt. »« Réveillez-la, » dit Wills. « Restez tous où vous êtes. » Tandis que Mercer guidait Madame Harrow vers la maison, Miss Marple resta où elle était. Son regard glissa de l'if au virage de l'allée, puis, au-delà, à la haie bordant Church Lane. Le givre sur le chemin demeurait lisse, hormis ses propres empreintes et celles laissées par Mercer et Madame Harrow à leur sortie. « Impossible d'y accéder par la route, » murmura-t-elle. Wills, qui s'était attardé, suivit son regard. « Vous croyez qu'il était déjà là ?»« Oui, » répondit Miss Marple. « Ou invité plutôt. » L'expression de Wills s'est légèrement durcie. « C'est une suggestion sérieuse. Uniquement une explication pratique, dit-elle. S'il n'a pas traversé la zone gelée pour atteindre la porte d'entrée, il a dû passer par un autre chemin, peut-être par le portail latéral, avant que le gel ne s'installe, ou bien par la maison elle-même. Le gel est tombé depuis 10 heures, a déclaré Wills. Nuit claire. Il était donc là avant 10 heures, dit doucement Miss Marple. Wills y réfléchit. Les activités sociales du village se terminaient à 11 heures. Oui. Et vous êtes tous rentrés directement chez vous? Oui, répondit Miss Marple. Madame Harrow et Monsieur Mercer sont revenus peu après. Wills plissa légèrement les yeux. Vous êtes sûr de l'heure? J'ai jeté un coup d'œil à mon horloge de cheminée, dit-elle. Il était 11h20 quand je suis arrivé à mon chalet. Wills hocha lentement la tête, ce qui signifie qu'il aurait pu se trouver sur les lieux avant votre retour. En effet.
Un agent de police s'approcha. « Monsieur, aucune autre empreinte au-delà des ifs. Seulement les 2 groupes qui mènent ici. » Wills expira par le nez. « Très bien, nous allons retirer le corps, avec précaution. » Tandis que les hommes préparaient une civière, Miss Marple recula, leur laissant de l'espace. Ses yeux, cependant, ne quittèrent pas la maison. Un rideau à l'étage avait légèrement bougé, comme si quelqu'un les observait en secret. Elle songea que la nature humaine était rarement aussi nette que le givre par une nuit d'hiver. Les gens croyaient aux apparences propres, aux débuts et aux fins bien définis. Pourtant, en dessous, il y avait toujours des traces plus anciennes, des chemins cachés foulés bien avant que quiconque ne songe à les chercher. La civière fut soulevée. La tête du défunt oscilla un instant avant d'être stabilisée. Madame Harrow se tenait juste à l'intérieur de la porte ouverte, le visage pâle à la lueur de la lampe. « Inspectrice », appela-t-elle d'une voix fluette mais ferme. « Vous découvrirez qui il était. » Wills croisa son regard. « Oui, Madame Harrow, dit-il, et voici pourquoi il est venu vous rendre visite. » Miss Marple baissa de nouveau les yeux vers le gravier. On avait frappé avec insistance. Le mot était explicite. Minuit, porte d'entrée. Seul. Quelqu'un s'attendait à une réunion, et quelqu'un d'autre avait veillé à ce que cela se termine dans le silence. Le corps fut emporté peu avant 1 heure. Les voitures s'éloignèrent au ralenti, leurs phares s'éteignant peu à peu le long de Church Lane, jusqu'à ce que le village retrouve son obscurité habituelle. Seules les lampes d'Ashley Grange restaient allumées, obstinément bravant la nuit. Le commissaire Wills a insisté pour recueillir immédiatement les dépositions. Ils se réunirent dans le salon. Madame Harrow assise bien droite sur le canapé, les mains serrées sur ses genoux. Hugh Mercer debout près de la cheminée, son calme retrouvé. Miss Marple dans un fauteuil modeste légèrement sur le côté, comme si elle s'y était retrouvée par hasard. Wills ouvrit son carnet. « Madame Harrow, commencez par votre retour de la salle des fêtes. » Elle déglutit. « Nous sommes partis peu après 11 heures. J'ai parlé à plusieurs personnes à la porte. Monsieur Mercer et moi sommes rentrés ensemble à pied. C'est juste de l'autre côté de la rue. Je suis monté presque aussitôt. J'avais mal à la tête. Vous vous êtes séparé de monsieur Mercer à quelle époque ? » « Dans le couloir, » répondit Mercer à sa place. « Je suis resté au salon pour examiner la correspondance. » Le stylo de Wills grinça. « À quelle heure avez-vous entendu frapper ?» Madame Harrow hésita. « Je venais d'éteindre la lampe de chevet. Je ne peux pas en être certaine, mais il ne pouvait pas être après minuit. »« Vous êtes descendu immédiatement ?»« Oui. »« Et vous n'avez vu personne ?»« Personne. » Wills se tourna vers Mercer. « Vous l'avez entendu aussi ?»« Clairement. » dit Mercer. « 3 coups. Décisif. J'ai rejoint Madame Harrow dans le couloir lorsqu'elle a ouvert la porte. L'un de vous deux est-il sorti ? Non, répondit rapidement Madame Harrow. Mercer a ajouté « L'air froid suffisait. Il n'y avait aucune raison. » Le regard de Will s'attarda sur eux deux avant de se tourner vers Miss Marple. « Vous avez entendu frapper de l'autre côté de la rue ? » « Oui, dit-elle. La nuit le portait très distinctement. Et vous avez vu la porte s'ouvrir ? » « Je l'ai fait. » Wills tapota la page avec son crayon. Aucune trace de pas sur la marche. Corps retrouvé sur le chemin sud. Un bout de papier suggérant une rencontre. Il leva les yeux. Lequel d'entre vous attendait une visite ? Un silence pesant s'installa dans la pièce. Non, finit par dire Madame Harrow, pesant chaque mot. Oh, si quelqu'un a écrit un tel mot, c'était à mon insu. Wills l'observa attentivement. On verra ce que le courrier apportera demain matin. Le regard de Miss Marple se posa légèrement sur le bureau près de la fenêtre. Plusieurs enveloppes, leurs scellés brisés, étaient soigneusement empilées. Un coin de papier buvard portait une marque récente, de légères empreintes laissées par une main qui avait appuyé fort en écrivant. « Monsieur le commissaire, dit-elle d'un ton doux, puis-je vous suggérer d'examiner le buvard ? Il conserve parfois des traces de mots longtemps après que la lettre a disparu. » Le regard de Mercer se posa sur elle, perçant pendant une fraction de seconde. Wills se leva et s'approcha du bureau. Il souleva le buvard et le tendit vers la lampe. Une écriture hâtive, à peine visible, apparut, inversée et incomplète. Il fronça les sourcils. « Agent de police !» cria-t-il en direction du hall. « Attrapez ça !» Madame Harrow fixa le bureau comme s'il l'avait trahi. « J'ai écrit plusieurs mots tout à l'heure, dit-elle. Des invitations pour le thé la semaine prochaine. »« À quelle heure ?» demanda Wills. « Après le souper, avant d'aller à la salle des fêtes. » Mercer parla d'une voix posée. « Je l'ai vu les écrire. » Miss Marple croisa les mains. « C'est curieux, remarqua-t-elle doucement, que le mot trouvé dans la main du mort précise « seul ». Cela suggère un secret.
peut-être une urgence. Will s'acquiesça lentement. Nous allons d'abord l'identifier. Cela pourrait répondre à la moitié de nos questions. Comme attiré par cette pensée, un agent de police réapparut sur le seuil. « Monsieur, nous avons trouvé une pièce d'identité dans sa poche intérieure. » Wills prit le portefeuille en cuir et en sortit une carte. Son regard la parcourut. « Edward Langley », lut-il, « de Market Basing. » Ce nom sembla frapper Madame Harrow comme un coup de poing. Ses doigts se crispèrent visiblement. « Vous le connaissez, dit Wills. »« Non, murmura-t-elle. » Mais ce démenti manquait de force. Mercer s'avança. « Monsieur le surintendant, cela suffit peut-être pour ce soir. Madame Harrow est bouleversée. » Wills referma le portefeuille. « Je n'ai pas fini. » Il se retourna vers Madame Harrow. « Quand avez-vous vu Edward Langley pour la dernière fois ?»« Je n'ai jamais... » commença-t-elle avant d'hésiter. Miss Marple perçut une lueur de calcul dans son regard. Pas de la culpabilité à proprement parler. De la peur. « Il se peut que j'aie rencontré quelqu'un de ce nom, » finit par dire Madame Harrow. « Il y a des années, à Londres. Ce n'était rien d'important. Pourtant, il a fait le déplacement jusqu'ici, » dit Wills d'un ton égal. « Il est arrivé sur votre propriété avant minuit. Il avait un mot lui indiquant de se rendre à votre porte d'entrée. Cela semble plutôt significatif. » La voix de Mercer intervint, calme mais ferme. « Inspecteur, les spéculations ne serviront à rien. »« Non, » acquiesça Wills. « Les faits parleront d'eux. » Il jeta un nouveau coup d'œil au buvard qu'on scellait dans une enveloppe à pièces à conviction. « Si ce mot provient de cette maison, nous le saurons. » Miss Marple se redressa légèrement sur sa chaise. « Monsieur le commissaire, puis-je vous demander, y avait-il des traces d'effraction au niveau du portail latéral ?»« Rien, » répondit Wills. « Le loquet est intact. »« Alors, soit Monsieur Langley est entré plus tôt dans la soirée, a-t-elle dit, soit il a été admis. » Madame Harrow releva brusquement la tête. « Je n'ai admis personne. »« Personne ?» répéta Wills. Elle hésita. « Personne. » L'expression de Mercer restait impassible, mais ses mains s'étaient serrées plus fort derrière son dos. Wills referma son carnet. « Très bien. Je posterai un agent ici pour la nuit. Personne ne quittera les lieux sans m'en informer. » Il s'arrêta à la porte. « Madame Harrow, s'il y a quelque chose que vous avez omis, c'est le moment. » Elle soutint son regard avec un effort visible. « Il n'y a rien. » Lorsqu'il fut parti, la pièce parut soudain plus grande et plus froide. Madame Harrow se leva en titubant. « C'est un cauchemar, » murmura-t-elle. « Un étranger sur mes terres, un mort. » Mercer la guida vers l'escalier. « Essayez de vous reposer, » dit-il doucement. « Nous réglerons cela demain matin. » Miss Marple resta assise un instant de plus, son regard se posant une fois de plus sur le bureau, le buvard, le rangement soigné des lettres. Un mot invitant un homme à la porte d'entrée à minuit. 3 personnes ont entendu frapper à la porte. Aucune trace de pas sur le givre, et un corps déjà présent sur les lieux. Au moment de prendre congé, Miss Marple songea que les visiteurs les plus dangereux n'étaient pas ceux qui arrivaient à l'improviste, mais ceux qu'on attendait et dont on était ensuite déçu. Le matin arriva, froid et glacial, le givre intact malgré l'aube. La nouvelle du décès, parvenue avant même le passage de la charrette à lait, s'abattit sur Little Wishwood comme un second froid, plus persistant. Miss Marple avait à peine fini son thé que Madame Bentry arriva, essoufflée par l'importance de son rôle. « Ma chère Jane, on dit qu'il était de Market Basing, un clerc de notaire, ou quelque chose d'aussi ennuyeux, et qu'il avait des relations d'affaires avec Elspeth Harrow bien avant son arrivée ici. »« C'est ce que j'ai compris, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Du sucre ?» Madame Bantry accepta et se pencha en avant. « Il aurait été question, il y a des années, d'un accord, avant son mariage avec Monsieur Harrow, tout à fait inapproprié à mon avis. »« Les attachements inappropriés le sont souvent, » murmura Miss Marple. À 9h30, l'inspecteur Wills était de retour à Ashley Grange, cette fois en plein jour, accompagné de 2 agents et animé d'une détermination tranquille. Le chemin sud, désormais parfaitement visible, laissait apparaître les empreintes figées plus nettement qu'à la lumière des lanternes. Des moulages en plâtre furent réalisés avec soin. Miss Marple, traversant la rue sous prétexte de rapporter un gant que Madame Harrow avait laissé tomber, s'arrêta près de la haie bordant Church Lane. Le gel y était resté intact, hormis les traces de la nuit précédente. Aucune nouvelle empreinte n'était apparue. À l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Les rideaux du salon étaient ouverts, la lumière du soleil révélant ce que la lueur des lampes avait adouci. La pâleur de Madame Harrow, la raideur de Mercer, le léger désordre d'une maison troublée. Will se tint de nouveau près du bureau. «
Nous avons fait des progrès, dit-il sans préambule. Edward Langley était bien clerc de notaire. Il a été licencié de son cabinet il y a 6 mois dans des circonstances troubles. Madame Harrow serra les doigts sur l'accoudoir de son fauteuil. Quel genre de nuages? Des irrégularités financières, répondit Wills. Des fonds ont disparu. Cela n'a jamais été prouvé de manière concluante. Il est parti avant que des accusations ne soient apportées. L'expression de Mercer resta inchangée. Et vous croyez qu'il est venu ici pour extorquer Madame Harrow? C'est une possibilité. Je n'ai eu aucune relation avec lui, a insisté Madame Harrow. Pas pendant des années. Wills sortit une petite enveloppe. Elle est arrivée par le premier courrier. Elle est adressée à Monsieur Langley, au bureau de poste de Market Basing. Le facteur a pensé qu'elle pourrait être utile. Il sortit une feuille et lut à voix haute « Si vous tenez à la discrétion, venez ce soir, minuit, à la porte d'entrée, seul. J'aurai ce que vous avez demandé. » La pièce sembla se contracter autour des mots. Madame Harrow fixa la lettre comme si elle allait disparaître. « Ce n'est pas ma main. » Wills la posa à côté de l'empreinte sur buvard prise la veille. Même pour un œil non averti, la ressemblance était frappante dans l'inclinaison de certaines lettres. Mercer parla à voix basse. L'écriture manuscrite peut être imitée. En effet, acquiesça Wills, c'est pourquoi nous allons le faire examiner. Le regard de Miss Marple oscillait entre la lettre et le visage de Madame Harrow. La peur persistait, mais en dessous, quelque chose de plus complexe. Pas seulement du choc, peut-être de l'appréhension, mais comme si une vieille crainte avait enfin pris forme. « Monsieur le commissaire, » dit doucement Miss Marple, « puis-je vous demander si l'on a trouvé de l'argent sur Monsieur Langley ?»« Très peu, » répondit Wills. « Certainement rien qui justifie de tuer, ou que ça vaille la peine d'être payé, » murmura-t-elle. Wills la regarda d'un air sévère. « Vous croyez qu'il n'a pas obtenu ce qu'il était venu chercher ?»« Je pense, » dit Miss Marple, « que les gens qui promettent ce que vous avez demandé ont souvent d'autres intentions que de l'argent. » Madame Harrow se leva brusquement. « C'est intolérable. On dissèque ma vie privée à cause d'un homme mort que je connaissais à peine. »« À peine ?» répéta Wills. Elle hésita. « Nous nous sommes connus, brièvement, avant mon mariage. Il était ambitieux, impatient. J'ai mis fin à notre relation. »« Enfin, il a accepté cela ?» demanda Wills. Il n'avait pas le choix. Mercer s'avança d'un ton ferme. « Le passé d'Elspeth n'a aucune importance. La question est de savoir qui a frappé l'Anglais. »« Tout à fait, » répondit Wills. « Et nous y répondrons. » Il se tourna vers un agent de police. « Amenez Madame Finch. » La gouvernante entra quelques instants plus tard, bouleversée et les yeux rouges. Elle confirma qu'elle s'était couchée à 10 heures et qu'elle n'avait rien entendu jusqu'à ce que Mercer la réveille après la découverte du corps. « Personne n'a appelé plus tôt ?» insista Wills. « Non, monsieur. »« Personne n'a avoué discrètement ?» Madame Finch secoua vigoureusement la tête. Miss Marple observait ses mains, gercées, tremblantes. Non pas avec culpabilité, mais avec une véritable détresse. Une fois la gouvernante partie, Wills s'adressa à Mercer. « Où étiez-vous entre 11h30 et minuit ?»« Dans le salon, » répondit Mercer. « Je relis ma correspondance, seul. »« Personne ne peut le confirmer. »« Non. » Wills hocha lentement la tête. « Et pourtant, vous avez clairement entendu frapper. Tout comme Madame Harrow. » Miss Marple se leva et s'approcha de la fenêtre. De là, le chemin sud était partiellement visible à travers les arbres. À la lumière du jour, la distance entre la porte d'entrée et les ifs paraissait plus grande que la nuit. « Monsieur le commissaire, » dit-elle doucement, « si Monsieur Langley était déjà sur les lieux avant minuit, il attendait peut-être. Il observait. Le coup frappé à la porte était peut-être un signal. »« Pour qui ?» demanda Wills. « Pour quelqu'un à l'intérieur, » répondit-elle. Un silence suivit. Le regard de Madame Harrow se porta sur Mercer, puis se détourna. Wills la remarquait. « Vous vous soupçonnez l'un l'autre maintenant ?»« Non, » répondit Mercer d'un ton égal. « Nous avons des soupçons quant à la personne qui a falsifié cette lettre. » Miss Marple se détourna de la fenêtre. « Les lettres falsifiées sont problématiques, » observa-t-elle. « Elles provoquent des rencontres qui ne devraient jamais avoir lieu, et elles reposent sur l'hypothèse que le destinataire viendra seul. » Wills plia soigneusement la lettre. « L'Anglais est bien venu seul. Ça, on le sait. »« Oui, » répondit Miss Marple. « Mais peut-être ne s'attendait-il pas à partir seul. » Wills l'observa un instant de plus. « Vous avez une théorie, Miss Marple ?»« Ce n'est qu'une impression, dit-elle. Et les impressions, comme le givre, sont fragiles. Il ne faut pas les effacer trop vite. » Dehors, une charrette passait en cahotant sur Church Lane, la vie ordinaire reprenant son cours. Pourtant,
Entre les murs d'Ashley Grange, l'atmosphère était chargée, moins de chagrin que de la lente tension d'un filet qui se resserre. Edward Langley était venu réclamer ce qui lui avait été promis. Au lieu de cela, il avait rencontré quelqu'un qui était préparé pour lui. Et quelque part entre le coup frappé à la porte et le coup porté sous les ifs, la vérité avait disparu, discrètement, délibérément. À midi, le village s'était divisé en deux camps bien distincts. Ceux qui pensaient que Mme Harrow avait été imprudente dans sa jeunesse et en payait maintenant le prix, et ceux qui croyaient qu'Edward Langley était venu faire du chantage et avait subi une justice expéditive. Aucun des deux camps n'avait d'éléments concrets, mais tous deux étaient animés d'un enthousiasme débordant. Miss Marple, qui privilégiait les faits à l'enthousiasme, se dirigea lentement vers le bureau de poste. Madame Sykes se pencha au-dessus du comptoir en entrant. « On dit qu'il a envoyé des télégrammes la semaine dernière, » murmura Madame Sykes, « à quelqu'un d'ici. »« Vraiment ?» Le ton de Miss Marple était agréablement vague. « À Ashley Grange. Je m'en souviens parce que j'ai trouvé ça bizarre. Market Basing jusqu'ici est marqué comme urgent. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa légèrement. « Vous souvenez-vous des termes employés ?» Madame Sykes secoua la tête. « Nous ne les lisons pas, bien sûr, mais on remarque leur fréquence. »« Tout à fait, » murmura Miss Marple. À son retour, elle ne traversa pas directement vers la grange. Elle s'arrêta plutôt près du petit portillon latéral, dissimulé dans la haie qui bordait la propriété des Harrow. Il était rarement utilisé. Le loquet était vieux, les charnières grippées. Elle le souleva doucement. Il s'ouvrit avec une facilité surprenante. Le gel avait légèrement fondu sous le soleil de midi, mais le sol près du portail portait encore les traces d'une humidité nouvelle, de l'herbe aplatie, de légères irrégularités pas encore effacées. Donc, quelqu'un aurait pu entrer plus tôt dans la soirée sans traverser l'allée ouverte. Lorsqu'elle arriva à la dernière distribution de nourriture à la grange, elle trouva le surintendant Wills en conversation avec Mercer dans la salle du matin. Madame Harrow était absente. « Nous avons confirmé la réception des télégrammes, » disait Wills. 3 au cours des 15 derniers jours. Oh, tous brefs, tous demandant une réunion. L'expression de Mercer resta impassible, et personne ne répondit. C'est ce qu'affirme Madame Harrow. Miss Marple entra. « Excusez-moi, je me demandais si Madame Harrow se sentait assez bien pour faire une petite promenade. L'air est revigorant. »« Elle se repose, » répondit rapidement Mercer. « Bien sûr, » répondit Miss Marple. Wills la regarda pensivement. « Vous avez beaucoup voyagé dans le village. »« On entend des choses, » a-t-elle reconnu. « Monsieur Langley semble avoir été persistant. »« Les hommes désespérés le sont souvent, » a déclaré Wills. « Le désespoir peut rendre négligent, » observa Miss Marple. « Mais il peut aussi rendre prudent. » Le regard de Mercer se posa sur elle. « Lequel était-il ? Je ne peux pas encore me décider. » Wills ferma son carnet. « Nous avons envoyé la barre de fer pour analyse. Aucune empreinte digitale notable. La surface est trop rugueuse. » Miss Marple acquiesça. « Une arme pratique. Je ne l'ai pas achetée en ville. »« Trouvée sur les lieux, » a déclaré Wills. « Cela suggère une opportunité plutôt qu'une préméditation. »« Ou bien, » répondit doucement Miss Marple, « la familiarité avec les lieux. » La mâchoire de Mercer se crispa imperceptiblement. À ce moment-là, Madame Harrow entra. Elle avait revêtu une robe sombre d'après-midi. Son calme était revenu, mais fragile. « Je ne me cacherai pas dans ma chambre, » a-t-elle déclaré. « Si je dois être interrogée, que ce soit fait ouvertement. » Wills inclina la tête. « Très bien. Nous avons pris connaissance des télégrammes. » Elle ferma brièvement les yeux. Il n'accepterait pas le silence. « Un silence sur quoi ?» insista Wills. Elle hésita. « À propos d'une lettre, écrite il y a des années, avant mon mariage, une lettre naïve, intime. J'en ai exigé la restitution. Il a refusé. » Mercer se retourna brusquement. « Vous ne m'avez jamais dit ça. »« C'était avant votre embauche, » dit-elle d'un ton sec. « Cela ne concernait que moi. » La voix de Wills resta calme. « Langley possédait donc quelque chose qui pouvait vous embarrasser. »« Oui. »« Et il a demandé de l'argent ? » ?»« Au début, puis il a laissé entendre qu'il y aurait d'autres arrangements. » Tels que, elle détourna le regard. « Renouer des liens. » La pièce semblait se refroidir. Miss Marple observait attentivement Mercer. Son expression était maîtrisée, mais une légère rougeur lui était montée au cou. « Et hier soir ?» demanda Wills. « Avez-vous accepté de le rencontrer ?»« Non, » répondit-elle fermement. « Je n'ai envoyé aucune lettre. Je n'ai pris aucun rendez-vous. » Miss Marple parla doucement. Pourtant, quelqu'un l'a fait. Les mains de Madame Harrow tremblaient. « Vous pensez que je mens ?»« Je pense, dit Miss Marple, que quelqu'un souhaitait que Monsieur Langley croie que vous aviez cédé. »
Wills hocha lentement la tête. Ce qui nous ramène à la maison. Mercer s'avança. Vous insinuez que j'ai falsifié la lettre? Que je l'ai attirée ici? Je ne suggère rien, a déclaré Wills. Mais vous étiez dans le salon, seul, avec accès à son papier à lettres. Et le mobile? Demanda Mercer d'un ton froid. Miss Marple répondit avant Wills. La loyauté peut être un puissant moteur, tout comme le ressentiment. Le regard de Mercer croisa le sien. Si, du ressentiment envers quoi, Miss Marple? D'un passé qui s'immisce, répondit-elle. Un silence pesant s'installa entre eux. Wills a rompu le pacte. Tant qu'on n'en saura pas plus, personne ne quitte le village. Le calme de Madame Harrow se fissura un instant. Cela va me ruiner. Seulement s'il y a quelque chose à gâcher, a déclaré Wills sans ambages. Pendant qu'il était allé s'entretenir avec un agent de police à l'extérieur, Miss Marple s'approcha de l'âtre. « Madame Harrow, dit-elle doucement, avez-vous détruit des lettres récemment ?» Un éclair d'inquiétude traversa le visage de la femme. « J'ai brûlé de vieux papiers, après la soirée. Cela me semblait prudent. »« Avant ou après avoir frappé ?»« Avant, murmura-t-elle. Mercer tourna brusquement la tête. « Vous n'avez rien dit de tout ça. »« Je ne pensais pas que ce soit pertinent. » Miss Marple examina les cendres dans la cheminée. Parmi les fragments gris, un morceau plus sombre demeurait partiellement intact, les bords recourbés, mais le centre non consumé. « Puis-je » demanda-t-elle doucement. Sans attendre la permission, elle s'agenouilla et, à l'aide du tisonnier, déchiffra le fragment pour mieux voir le résultat. Un seul mot restait lisible sur le papier brûlé. « Preuve ». Elle se leva lentement, l'air pensif plutôt que triomphant. « Le directeur général voudra voir cela », a-t-elle déclaré. Madame Harrow fixait l'âtre comme s'il avait trahi ses secrets. Dehors, les nuages s'amoncelaient, assombrissant la lumière de l'après-midi. Le sentiment d'inéluctabilité s'intensifiait. Edward Langley était venu chercher à faire pression. Quelqu'un au sein d'Ashley Grange avait décidé qu'il fallait neutraliser ce levier d'influence. Et le feu dans la cheminée, censé effacer le passé, avait au contraire préservé un seul mot, dangereux. L'inspecteur Wills retourna aussitôt vers la cheminée lorsque Miss Marple lui montra le fragment carbonisé. Il s'accroupit, l'examina attentivement et demanda une enveloppe pour les preuves. « Preuves » lut-il à voix haute. « Ça colle parfaitement avec le chantage. » Madame Harrow perdit son sang-froid. Il prétendait avoir des preuves d'irrégularité, de promesses non tenues. « L'a-t-il fait » demanda Wills. « Ou a-t-il prétendu quelque chose de plus substantiel ?» Elle a trop hésité. La voix de Mercer était calme mais tendue. « Elspeth, s'il y a autre chose... »« Il n'y a rien d'autre, » a-t-elle rétorqué sèchement, dit avant de se reprendre. « Rien qui justifie un meurtre. » Les volontés se redressèrent. « Nous le déterminerons. » Il partit donner des instructions supplémentaires, et pendant un instant, seuls Miss Marple et les deux occupants de la maison restèrent dans la pièce. Mercer s'approcha de la fenêtre, leur tournant le dos. « Vous auriez dû me parler des lettres, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas vous importuner. »« Avec un scandale ?» demanda-t-il. « Avec le passé ?» Miss Marple les observa tous deux avec un intérêt modéré. « Le passé, remarqua-t-elle, a la fâcheuse habitude de ressurgir aux heures les plus inopportunes. » Mercer se retourna. « Vous croyez que je l'ai tué ?»« Je crois, » répondit doucement Miss Marple, « que quelqu'un dans cette maison savait que M. Langley viendrait hier soir. Et vous pensez que cette personne... Oh, c'est moi. Je pense que vous êtes un homme prudent, dit-elle. Les hommes prudents ne laissent rien au hasard. » Son regard se durcit. Les femmes sottes ne brûlent pas non plus de lettres après minuit. Madame Harrow tressaillit. Miss Marple laissa le silence s'installer avant de reprendre la parole. « Monsieur Mercer, lorsque vous et Madame Harrow êtes revenus de la salle des fêtes, êtes-vous entré directement par la porte d'entrée ? Oui. Avez-vous vérifié le chemin sud à un moment donné ? Pourquoi le ferais-je ? Parce que, dit-elle d'un ton doux, si Monsieur Langley était déjà sur les lieux, quelqu'un aurait pu remarquer un mouvement. Je n'ai rien remarqué, répondit Mercer. Miss Marple inclina la tête. Bien sûr. On frappa à la porte, cette fois poliment et calmement. Le docteur Haydock entra sans attendre d'être annoncé. « J'ai terminé l'examen préliminaire, a-t-il déclaré. Le coup à la tempe a rendu Langley inconscient. La mort est survenue peu après, probablement des suites d'un second coup. On constate des ecchymoses sur son avant-bras, compatibles avec une lutte. »« Sur la défensive ?» demanda Mercer. « C'est possible. » L'esprit de Miss Marple repassa en revue l'image du gravier, les empreintes superposées sous les ifs. « Docteur, dit-elle, le premier coup lui aurait-il permis de crier ? » Peu probable, répondit Haydock. Il aurait été stupéfait. Donc,
le coup frappé à la porte, murmura-t-elle, a précédé les violences. Le regard de Mercer vacilla. Wills rentra, ayant entendu la dernière remarque, ce qui signifie qu'il est arrivé vivant à la maison. Oui, dit Miss Marple, et quelqu'un savait qu'il était là. Wills s'adressa directement à Madame Harrow. Avez-vous reçu une visite avant la salle des fêtes? Quelqu'un qui aurait pu se cacher sur le terrain? Non. Avez-vous vu quelqu'un près des ifs à votre retour? Non. Mercer parla d'une voix égale. Nous sommes entrés directement. Miss Marple s'approcha de nouveau de la fenêtre. Les nuages s'étaient épaissis. La lumière de l'après-midi était plate et grise. Le chemin sud était calme, d'une innocence trompeuse. « Monsieur le surintendant, dit-elle, puis-je vous suggérer une petite expérience ?» Il haussa un sourcil. « Continuez. Demandez à Monsieur Mercer de marcher de la porte d'entrée jusqu'aux ifs exactement comme il l'a fait hier soir. Si tant est qu'il l'ait fait. » Mercer se raidit. « Si je n'ai jamais quitté la maison. »« Alors faites-nous plaisir, » dit Wills. Ils sortirent ensemble. Le givre avait laissé place à une terre humide, mais les moulages conservaient nettement les empreintes originales. Mercer suivit le chemin sous la direction de Wills d'un pas mesuré et maîtrisé. « Arrêtez-vous là, » dit doucement Miss Marple en désignant l'endroit où les gravures précédentes avaient convergé. Mercer s'arrêta. « Maintenant, » poursuivit-elle, « tournez-vous comme si vous étiez surpris par quelqu'un derrière vous. » Il se retourna. Son talon glissa légèrement sur le gravier, dispersant des pierres en un arc peu prononcé, exactement comme le remousse sous l'if. Wills plissa les yeux. « Cela ne prouve rien, » a déclaré Mercer d'un ton égal. « Pas encore, » acquiesça Miss Marple. « Mais cela laisse supposer qu'elle connaît bien le terrain. » Ils sont rentrés à l'intérieur. Wills s'adressa directement à Mercer. « Si vous avez falsifié cette lettre pour protéger Madame Harrow… »« Je n'ai rien fait de tel, » interrompit Mercer. « Et s'il a confronté l'Anglais avant qu'il n'atteigne la porte, la situation aurait pu dégénérer. » La voix de Mercer s'est faite plus grave. « Vous n'avez aucune preuve. »« Pas encore, » répéta Wills. Madame Harrow s'est affalée dans un fauteuil. C'est de la folie. Miss Marple la regarda pensivement. Madame Harrow, lorsque vous avez brûlé ces lettres, avez-vous tout détruit? Elle hésita. Je le croyais. Mais vous n'en êtes pas certain. Un éclair de doute traversa son visage. Mercer s'avança brusquement. C'est intolérable. Vous portez des soupçons sur vous-même sans preuve. La voix de Miss Marple resta douce. Les preuves sont une chose curieuse, monsieur Mercer. Elles survivent souvent dans des endroits inattendus. Elle pensa au télégramme, aux mots dans la grille d'égout, à l'absence de traces de pas devant la porte. Quelqu'un avait organisé une réunion à minuit. Quelqu'un s'était assuré que le coup frappé soit entendu. Et quelqu'un savait précisément où frapper. Alors que l'après-midi déclinait vers le soir, la tension à Ashley Grange s'intensifiait, non pas explosive mais latente. Chaque regard était calculé, chaque silence pesant. Edward Langley était venu persuadé de détenir le pouvoir. Au lieu de cela, il était tombé dans un piège tendu, non pas à la hâte, mais avec une intention délibérée. Et Miss Marple, observant le jeu de la peur et du contrôle qui se déroulait sous ses yeux, elle commença à comprendre non seulement qui avait porté le coup, mais aussi pourquoi on avait laissé le coup retentir. Ce soir-là, sur la suggestion discrète de Miss Marple, l'inspecteur Wills demanda à Madame Harrow et à Monsieur Mercer de rester ensemble au salon pendant qu'ils procédaient à un dernier examen des conclusions de la journée. On présenta cela comme une simple question de commodité. En réalité, c'était un arrangement. Un petit feu brûlait dans la cheminée. Dehors, les nuages qui s'étaient accumulés tout l'après-midi pesaient lourdement sur les fenêtres, menaçant de neige. La pièce semblait close, intime, comme si la maison elle-même écoutait. Miss Marple était assise à tricoter, ses aiguilles cliquetant doucement. Will se tenait près de la cheminée. « Nous avons la confirmation, » commença-t-il, « que monsieur Langley a retiré une somme importante de sa banque il y a 2 jours. L'argent n'a pas été retrouvé sur lui. » Madame Harrow leva brusquement les yeux. « Vous croyez que c'est moi qui l'ai pris ?»« Je pense, » répondit Wills d'un ton égal, « qu'il s'attendait à un échange. » La voix de Mercer était calme. « Et peut-être bien que oui. » Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent un bref instant. Wills poursuivit. « Nous avons également confirmé que les télégrammes avaient reçu une réponse, non pas par la poste, mais par téléphone, de cette maison. » Le visage de Madame Harrow se décolora. « C'est impossible. » Les appels étaient assez brefs, a déclaré Wills. Organisés par l'intermédiaire d'une opératrice, une voix masculine. Le silence retomba comme une cendre qui tombe. Miss Marple reprit son tricot. « C'est si facile.
observa-t-elle doucement, de croire que l'on contrôle le récit, de répondre aux messages dits à la place d'autrui. Le regard de Mercer se tourna vers elle, perçant et scrutateur. « Vous insinuez que j'ai passé ces appels. »« Je n'insinue rien, dit-elle. Je remarque simplement que vous gérez la correspondance de Madame Harrow. »« À sa demande. »« Bien sûr. » Will s'approcha. « Monsieur Mercer, vous avez été engagé par Madame Harrow peu après le décès de son mari. Auparavant, vous travailliez à Londres ? » ?»« Oui. » »« Au sein d'une entreprise liée à l'employeur d'Edward Langley ? » Mercer n'a pas répondu immédiatement. « C'est exact, » a dit Wills. « Il est d'un autre service. Mais vous l'auriez connu. » La mâchoire de Mercer se crispa. Au passage. « Et les irrégularités ? » En passant. La voix de Miss Marple resta douce. « Les irrégularités peuvent lier deux hommes de manière inconfortable. » Madame Harrow les regarda tour à tour, la confusion perçant à son calme. « Que suggérez-vous » Wills répondit sans ambages. L'Anglais avait peut-être la preuve non seulement d'une erreur de jeunesse, mais aussi d'une malversation financière. Peut-être même impliquant plusieurs personnes. L'expression de Mercer se durcit. Ce ne sont que des conjectures. Alors expliquez-moi ces appels téléphoniques, a déclaré Wills. Mercer prit une lente inspiration. Très bien, j'ai répondu à un télégramme. Je souhaitais l'empêcher de déranger davantage Madame Harrow. Et c'est vous qui avez organisé la réunion ? J'ai organisé une rencontre avec lui, a déclaré Mercer avec précaution, pour régler la situation, sans l'impliquer. Madame Harrow le fixa du regard. « Hey, vous ne me l'avez jamais dit. Je voulais t'épargner. » Les aiguilles de Miss Marple ont complètement cessé d'être utilisées. La voix de Wills se fit plus incisive. « Vous avez convenu de le rencontrer à minuit ? » ?»« Oui. »« À la porte d'entrée ? » ?»« Oui. »« Seul ? » ?»« Oui. » « Et pourtant, Madame Harrow a entendu frapper. Vous étiez à côté d'elle lorsqu'elle a ouvert la porte. » Mercer hésita. « J'avais l'intention, dit-il enfin, d'intercepter l'Anglais avant qu'il n'atteigne la maison. Je l'attendais sur le chemin sud. Il était plus tôt que prévu. » Miss Marple leva les yeux. « Vous étiez donc dehors avant qu'on ne frappe ?» insista Wills. « Oui. Et pourtant, vous prétendez être resté dans le salon jusqu'à ce que vous l'entendiez. » Mercer perdit son sang-froid pour la première fois. « Je suis rentré quand il n'est pas apparu à l'heure prévue. »« Parce qu'il était déjà sur la bonne voie, » dit doucement Miss Marple. Le regard de Mercer croisa le sien. « Vous l'avez confronté sous les ifs, » poursuivit-elle. « Il a exigé un paiement, ou menacé de vous dénoncer. » La voix de Madame Harrow tremblait. « Hugues, il n'avait aucune preuve, » rétorqua Mercer. « Seulement des copies. Je savais où étaient les originaux. » Will s'avança. « Et c'était où ?» La respiration de Mercer s'accéléra. Dans son cas, il n'a pas voulu le céder. Il a frappé le premier. « Avec quoi ?» demanda Wills. Le fer a repassé. Il l'a saisi. Miss Marple secoua doucement la tête. « Non, monsieur Mercer, le fer était derrière lui. L'angle du coup, le docteur Haydock était parfaitement clair, venait de la droite. Vous êtes gaucher. » La main de Mercer tressaillit involontairement. « Et le coup ?» demanda froidement Wills. Miss Marple répondit. Après avoir été étourdi par le premier coup, monsieur Mercer comprit que Madame Harrow pourrait se méfier si l'Anglais disparaissait simplement. Il frappa donc lui-même à la porte, 3 coups secs, assez forts pour être entendu de l'autre côté de la ruelle. Le visage de Mercer avait pâli. « Vous avez veillé à ce qu'il n'y ait aucune trace de pas sur la marche, » poursuivit-elle, « car vous ne vous en êtes jamais approché. Vous êtes resté dans l'ombre. Lorsque Madame Harrow a ouvert la porte et n'a vu personne, cela a créé l'illusion d'un visiteur fantôme. Un mystère. Madame Harrow porta une main à sa bouche. « Vous m'avez dit que ça devait être des enfants. »« Je te protégeais, » dit Mercer d'une voix rauque. « De quoi ?» murmura-t-elle. « Du scandale, de la ruine. » La voix de Wills était ferme. « Et l'argent ?» Les épaules de Mercer s'affaissèrent. Il exigeait bien plus que ce qu'elle devait. J'ai retiré les fonds pour gagner du temps. Il a refusé. Il voulait un moyen de pression. « Vous l'avez donc fait taire, » a déclaré Wills. Le regard de Mercer se porta sur Madame Harrow. « Je vous aimais, » dit-il simplement. La pièce devint silencieuse. Miss Marple le regarda avec un mélange de sympathie et de sévérité. « L'amour, dit-elle doucement, est souvent confondu avec la possession, et la possession peut se transformer en désespoir. » Dehors, les premiers flocons de neige commencèrent à tomber, doux et incessants contre les vitres. Will s'avança vers Mercer. « Hugues Mercer, je vous arrête pour le meurtre d'Edward Langley. » Mercer ne résista pas. Il regarda une dernière fois Madame Harrow, un air de regret, peut-être même de soulagement, traversant son visage. Tandis que les agents l'emmenaient, le feu dans la cheminée se déplaça,
projetant une petite gerbe d'étincelles vers le haut, brève, vive et disparue. Le visiteur de minuit n'avait laissé aucune trace de pas à la porte, mais il n'était pas venu seul dans la nuit. La neige continua de tomber toute la nuit, adoucissant les contours nets d'Ashley Grange et jetant un voile de silence trompeur sur Little Witchwood. Au matin, le chemin sud, les ifs, même le gravier troublé où Edward Langley avait chuté, était recouvert de blanc, comme si la terre elle-même avait choisi la discrétion. Madame Harrow ne quitta sa chambre que vers midi. Lorsqu'elle le fit, elle demanda qu'on lui présente Miss Marple. Le salon, jadis empreint d'une tension accusatrice, semblait désormais étrangement vide. Le feu brûlait faiblement, l'air était légèrement imprégné d'une odeur de fumée éteinte et de pierres froides. Madame Harrow se tenait près de la fenêtre, le regard perdu sur la haie chargée de neige. « J'ai été une idiote, » dit-elle sans se retourner. Miss Marple prit place comme à son habitude. « Nous sommes tous des imbéciles à un moment ou un autre, » répondit-elle doucement. « L'important est ce que nous en apprenons. » Madame Harrow serrait les mains. « Je croyais avoir enterré le passé. Quand mon mari est mort, je pensais que tout ce qui avait précédé avait cessé d'avoir de l'importance. Mais Edward, il ne s'est jamais contenté d'être oublié. »« Vous avez rompu les fiançailles, » dit doucement Miss Marple. « Oui, il était charmant, ambitieux, mais imprudent. Et il y avait déjà des rumeurs à l'époque. J'avais peur de ce que serait ma vie avec lui. Alors j'ai épousé la sécurité. Et cela lui déplaisait. Il a mal pris mon renvoi, dit-elle avec amertume. Il m'a écrit après mon mariage. Je n'ai jamais répondu. Quand il a recommencé le mois dernier, j'ai pensé que c'était par pure méchanceté. Je n'ai eu connaissance du scandale financier que lorsque le surintendant Wills me l'a révélé. Miss Marple la regarda fixement. « Vous ne saviez vraiment pas ?» Madame Harrow se retourna alors et croisa son regard. Il y avait de la honte, mais pas de mensonge. « Non, je le jure. » Miss Marple inclina la tête. « Je vous crois. » Un léger soulagement traversa le visage de Madame Harrow. « Hugues aurait dû me dire qu'il comptait rencontrer Edward. Je l'en aurais empêché. Le feriez-vous » demanda doucement Miss Marple. Madame Harrow hésita. « Je ne sais pas. J'en avais assez d'être menacée, d'attendre la honte. » Le tricot de Miss Marple reposait inerte sur ses genoux. « Monsieur Mercer s'est persuadé qu'il agissait pour vous, que lui seul pouvait gérer le danger. De telles convictions sont périlleuses. »« Il m'aimait, » dit faiblement Madame Harrow. « Oui, » acquiesça Miss Marple. « Mais il craignait aussi d'être démasqué. Le renvoi d'Edward Langley n'était pas un cas isolé. On murmurait qu'il y avait un complice, quelqu'un qui avait falsifié des chiffres, détourné des fonds. » Madame Harrow la fixa du regard. « Hugues ?» Miss Marple acquiesça. « La preuve d'Edward allait probablement au-delà de votre lettre de jeunesse. Il était au courant de l'implication de M. Mercer. La menace était à double tranchant. » Madame Harrow s'est affalée dans un fauteuil. « Alors je n'étais qu'un prétexte. »« En partie, » répondit Miss Marple. « Mais l'affection et la peur forment un mélange explosif. Quand Edward refusa l'argent et laissa entendre qu'il pouvait obtenir davantage, le désespoir de M. Mercer s'accentua. « Et le coup à la porte ?» chuchota Madame Harrow. « Une mise en scène, » répondit Miss Marple. « Il avait besoin que vous croyiez que la réunion n'avait pas eu lieu comme prévu. L'appel fantôme a semé la confusion. La confusion retarde les soupçons. » Madame Harrow ferma les yeux. « Et je l'ai défendu. »« Comme la plupart d'entre nous défendons ceux en qui nous avons confiance, » dit doucement Miss Marple. On frappa discrètement à la porte. Le commissaire Wills entra, chapeau à la main. « Je ne m'attarderai pas, » a-t-il déclaré. « Monsieur. » Mercer a déjà fait une déclaration complète. Madame Harrow leva les yeux, se préparant au combat. « Il reconnaît avoir organisé la rencontre, » a poursuivi Wills. « Il affirme que l'Anglais l'a menacé de tout révéler immédiatement, aux autorités et à la presse. Il dit avoir porté le premier coup sous le coup de la colère après que l'Anglais se soit moqué de lui. » Madame Harrow tressaillit. « Il confirme également, » a ajouté Wills, « qu'il a frappé à la porte après la bagarre. Il pensait que si l'on entendait les coups, cela indiquerait que l'Anglais n'était jamais arrivé à la maison. » Miss Marple inclina la tête. Une illusion ingénieuse, mais incomplète. Wills esquissa un léger sourire. Il a sous-estimé le gel et les voisins. La lumière de la neige filtrait à travers les fenêtres, pâle et indifférente. « Il y aura une enquête, » a déclaré Wills. « Mais l'affaire est en grande partie réglée. » Quand il fut parti, le silence retomba. Madame Harrow se leva lentement et se dirigea vers l'âtre. Elle remua les cendres avec le tisonnier
comme si elle cherchait quelque chose consumé depuis longtemps. « Je pensais que le pire qu'une femme puisse endurer était un scandale public, a-t-elle déclaré. Je comprends maintenant que c'est l'aveuglement volontaire. » Miss Marple se leva également. « L'auto-illusion est courante, répondit-elle. Elle nous permet d'ignorer de petites incohérences, une lettre égarée, un ton de voix changé, un homme trop désireux de tout contrôler. » Dehors, les voix des enfants résonnèrent faiblement, tandis qu'ils testèrent la neige fraîche, leur rire joyeux et insouciant. « Les habitants du village parleront, a déclaré Madame Harrow. Pendant un certain temps, acquiesça Miss Marple, puis il se passera autre chose. C'est toujours le cas. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant. Vous devriez considérer l'honnêteté comme votre plus fidèle allié désormais. Elle est moins confortable que le secret, mais bien moins dangereuse. Madame Harrow esquissa un sourire pâle et reconnaissant. Alors que Miss Marple s'avançait dans la neige blanche de l'après-midi, elle jeta un dernier regard à l'étendue lisse qui recouvrait le chemin sud. La neige avait effacé les traces visibles de la lutte, tout comme le givre avait dissimulé l'absence d'empreintes à la porte. Mais elle savait, comme toujours, que les apparences sont trompeuses. Ce ne sont ni les empreintes de pas, ni même la lettre falsifiée qui ont permis de résoudre l'affaire. C'était le coup frappé. Un son délibéré dans le silence, façonné pour raconter une histoire, et à Little Witchwood, comme dans tous les lieux tranquilles, ce n'était pas le silence qui trahissait la vérité, mais le moment où quelqu'un essayait, avec trop de précaution, de le briser. La neige persista 3 jours à Little Witchwood, le temps pour le village d'épuiser ses spéculations les plus dramatiques et de se laisser aller à des conversations plus calmes et plus introspectives. Lorsque l'enquête s'acheva et que Hugh Mercer fut officiellement renvoyé en procès, l'histoire avait déjà pris des allures de légende. Miss Marple, en revanche, n'aimait pas les légendes trop lisses. Elle dissimulait les petites irrégularités humaines qui comptèrent le plus. C'est à l'insistance de Madame Bantry qu'une petite réunion fut organisée 1 semaine plus tard à Ashley Grange, officiellement pour dissiper les tensions, mais en réalité pour permettre au surintendant Wills de présenter les faits clairement et d'éviter tout enjoliver la réalité. Le salon accueillait un petit nombre de personnes. Madame Bantry, Madame Price Ridley, le docteur Haydock, Madame Seeks, et, assise un peu à l'écart, Madame Elspeth Harrow elle-même. Elle avait retrouvé son calme, mais celui-ci reposait désormais sur quelque chose de plus solide que la simple aisance mondaine. Son attitude était moins affectée. Le surintendant Wills se tenait près de l'âtre, les mains jointes derrière le dos. « Monsieur Mercer a fait des aveux complets, commença-t-il. Mais certains aspects de l'affaire ont engendré une confusion compréhensible. Il est donc juste de les expliquer clairement. » Madame Price Ridley se pencha en avant avec empressement. « Ce sont les empreintes de pas disparues qui ont intrigué tout le monde. »« Exactement, » répondit Wills. L'absence d'empreintes sur le perron suggérait quelque chose d'impossible. Un visiteur qui n'était pas passé par là. Miss Marple était assise tranquillement, son tricot posé nonchalamment sur ses genoux, les yeux bleus attentifs. « Monsieur Mercer a lui-même organisé la rencontre de minuit, » poursuivit Wills. « Il a répondu au télégramme de Langley en falsifiant l'accord de Madame Harrow. Il comptait intercepter Langley sur le chemin du sud, avant qu'il n'atteigne la porte. » Le docteur Haydock acquiesça. Ce qu'il fit. Oui, ils se disputèrent sous les ifs. Langley menaça de révéler immédiatement la correspondance de jeunesse de Madame Harrow et les malversations financières de M. Mercer à Londres. Ces dernières représentaient le plus grand danger. Un murmure parcourut la pièce. Madame Harrow baissa les yeux, mais ne protesta pas. Au cours de la lutte, poursuivit Wills, M. Mercer s'empara de la barre de fer et frappa Langley à 2 reprises. Se rendant compte de son geste, il conçut rapidement un plan pour brouiller les pistes. Madame Bantry frissonna légèrement. « On frappe. »« Exactement, » dit Wills. Il frappa sèchement à la porte d'entrée, puis resta caché sur le côté de la maison. Lorsque Madame Harrow ouvrit la porte et ne vit personne, cela créa l'illusion que Langley s'était approché et avait disparu. « Et le gel ?» demanda Madame Sykes. « Le gel a joué en sa faveur, » répondit Wills. Comme il n'a jamais mis les pieds sur l'allée après avoir frappé à la porte, aucune empreinte n'est venue contredire l'illusion. Tous les regards se tournèrent, presque involontairement, vers Miss Marple. Ce n'était pas seulement l'absence d'empreinte, dit-elle doucement, c'était la présence d'un calcul. Madame Price Ridley fronça les sourcils. Calcul ? Oui, un crime spontané est souvent maladroit, mais les actions de M. Mercer après le coup ont été méthodiques. Il a anticipé les soupçons et a tenté de les orienter vers le mystère. Elle joignit soigneusement les mains. Ce n'était pas un coup frappé à la porte par panique.
C'était une manœuvre délibérée, destinée à faire croire à la présence d'un fantôme et à détourner l'attention du chemin sud. Le docteur Haydock hocha la tête, pensif. « Et les lettres brûlées ?» « C'était une peur bien réelle, » dit Miss Marple. « Madame Harrow a brûlé ce qu'elle croyait être une correspondance compromettante, mais le seul mot qui a survécu, preuve, a révélé que l'influence de l'anglais allait au-delà des sentiments. » Madame Harrow releva la tête. « Je n'étais pas au courant de l'implication de Hugues dans les irrégularités de la firme. »« Je le crois, » dit gentiment Miss Marple. « Mais M. Mercer pensait que le silence de l'anglais ne s'achèterait pas à bon marché, ni définitivement. » Le commissaire Wills inclina la tête. L'anglais avait effectivement conservé des documents. Nous les avons récupérés dans son logement à Market Basing. Suffisamment pour incriminer formellement M. Mercer. Un silence s'installa dans la pièce. Madame Bantry expira doucement. Finalement, ce n'était pas une question de romance, mais d'argent. Pas seulement de l'argent, corrigea doucement Miss Marple, de l'orgueil, de la peur, de la possession. M. Mercer était persuadé qu'il protégeait Madame Harrow. Pourtant, il se protégeait tout autant lui-même. Madame Harrow a dit à voix basse. « Il a dit qu'il m'aimait. » Miss Marple soutint son regard avec une compassion sereine. « C'est fort probable. Mais l'amour dénué d'honnêteté devient dangereux. Il réduit le monde à un seul objectif et justifie les extrêmes. » Dehors, la neige commençait à fondre sur les branches, ruisselant régulièrement contre le rebord de la fenêtre. Le commissaire Wills referma son carnet. Il y aura un procès, bien sûr, mais les faits essentiels sont établis. Un à un, les villageois assimilèrent cette information avec une satisfaction contenue. Et l'extraordinaire avait trouvé une explication. Le surnaturel avait été ramené à la fragilité humaine. Lorsque les autres furent passe-partis et qu'il ne resta plus que Madame Harrow et Miss Marple, la pièce parut plus légère, bien que non intacte. « Je vais vendre la grange, » dit doucement Madame Harrow. « Elle résonne trop fort. »« Les échos s'estompent, » répondit Miss Marple. « Mais parfois, changer de décor est judicieux. » Madame Harrow esquissa un léger sourire. « Vous l'aviez vu dès le début, n'est-ce pas ?»« Pas dès le début, » dit Miss Marple pensivement. « Mais je me méfiais de ce coup frappé à la porte. »« On frappe ?» ?»« C'était trop théâtral, » expliqua-t-elle. « Les criminels pris de panique ajoutent rarement des fioritures. Dès que j'ai compris que c'était censé être entendu par plusieurs personnes, j'ai su que cela faisait partie du plan. » Madame Harrow regarda vers la porte, comme si elle l'entendait à nouveau en mémoire. « On écrivait une histoire pour nous ?» poursuivit Miss Marple d'une voix douce. Mais les détails ne concordèrent pas. Et dans les villages, ma chère, les détails discordants sont bien plus révélateurs que les gestes audacieux. Dehors, les empreintes de pas d'enfants sillonnaient la neige fondante, chaotiques et authentiques. Miss Marple se leva pour partir, s'arrêtant sur le seuil. « Celui qui est venu à minuit n'a laissé aucune trace, » dit-elle doucement. « Mais il a laissé une intention, et l'intention, contrairement au givre, ne disparaît pas avec le lever du jour. » En s'engageant dans la ruelle tranquille, Little Wishwood lui parut à nouveau telle qu'elle avait toujours été, paisible, ordonnée, et repliée sur elle-même. Pourtant, sous cette apparente tranquillité se cachait la vérité familière que Miss Marple connaissait si bien. C'est la nature humaine, et non les circonstances, qui est à l'origine des mystères les plus sombres. Et ce n'est jamais le silence qui nous trahit, mais le son que nous choisissons de produire.